Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour le premier tuto J-Learning. Alors du coup, dans cette première vidéo, qu'allons-nous faire? C'est une bonne question. Alors déjà, on va commencer par quoi? Je vais commencer par vous présenter un peu les outils qu'on va utiliser tout au long de cette série de vidéos. Donc voilà. Alors du coup, en premier lieu, on va utiliser Emacs. Alors, Emacs, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui est fait pour coder. Voilà. Même pour faire du traitement texte. En fait, Emacs, c'est un peu comme un mix entre Word et Visual Studio Code, si vous connaissez déjà un peu la programmation et le traitement texte. En fait, vous pouvez quasiment tout faire avec Emacs. C'est juste que c'est moche parce que c'est une interface dans le terminal. Hein. Voilà, je peux vous montrer un petit truc, par exemple, Emacs. Okay. Donc ça va créer un fichier test, il n'existe pas et ça va l'ouvrir. Alors forcément ici, ça m'ouvre le mode fenêtré. Mais si on n'ouvre pas le mode fenêtré avec le tiret NW, de base on a cette interface là parce que de base Emacs ressemble à ça dans le terminal. Il a été conçu à la base pour s'afficher dans un terminal et du coup c'est le cas. Donc voilà, ça ressemble à ça, c'est très moche. On peut pas faire 15 000 options et puis même entre deux fichiers Emacs, vous pouvez pas copier-coller. Du coup, c'est un peu bête, mais voilà, c'est comme ça que ça a été fait. Du coup, Emacs, si vous ne l'avez pas, je vous invite à l'installer. Du coup, autre outil qu'on va utiliser, c'est un Linux pour cette série vidéo. Pourquoi? Parce que Linux est fait pour coder. Voilà. Donc, si vous êtes sur Windows et que vous n'avez pas un Linux, aucun problème. Vous avez deux solutions. Soit vous installez tous les outils sur Windows, ce qui est faisable. Hein, c'est clairement faisable. C'est complexe, mais faisable. Ou alors, vous faites comme moi et vous le faites avec WSL. Donc, je vous invite à vous renseigner sur comment marche WSL. Mais en gros, WSL, c'est un peu créer un mini Linux dans un Windows avec le fait qu'il n'y ait pas d'interface graphique. Voilà. Il est peut-être possible d'installer une interface graphique. Je n'en sais rien, mais ça doit être faisable. Mais de toute façon, on n'en a pas besoin d'interface graphique parce que Linux a cette spécificité-là que on peut tout faire en ligne de code et en ligne de commande. Et c'est ce que nous allons faire. Alors du coup, ensuite, autre outil qu'on va utiliser, ça s'appelle le coding style. Alors le coding style, c'est quoi? C'est plutôt un regroupement de règles, c'est un règlement, voilà. Donc c'est un règlement pour décrire une certaine manière d'écrire un code. Voilà. Et si le code ne respecte pas cette norme, alors au moment, il est dit qu'il n'est pas coding style et qu'il est mal fait, on va dire. Par exemple, dans les règles du coding style qui sont très célèbres, il ne faut pas faire plus de 20 lignes par fonction. Pourquoi? Parce que au-delà de 20 lignes, ça commence à faire des trucs, ça commence à faire beaucoup trop. C'est pas lisible. Ensuite, il y a aussi, par exemple, si vous avez des commentaires dans votre code. Si vous avez des commentaires dans votre code, ça signifie que vous avez mal fait votre code, puisque si vous avez des commentaires pour vous souvenir de quelque chose, c'est que votre code, quelque part, n'était pas lisible. Voilà, également, on ne peut pas imbriquer une boucle for, un if et une boucle for, par exemple, dans la même fonction. Ou alors, imbriquer un if et un for, par exemple. C'est des petites règles comme ça qui permettent de rendre votre code beaucoup plus joli. Alors oui, c'est embêtant, je vous le recommande, je vous le dis, c'est embêtant. Mais une fois que vous l'avez mis au coding style, comme on dit, votre code est beau et est lisible par tous et est relativement compréhensible. Peu importe qui lira votre code plus tard. Même vous-même, si vous le mettez au coding style, votre code, vous le comprendrez beaucoup mieux. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai un peu expliqué les outils, Emacs, c'est simple à installer. Si vous êtes sur un Linux, normalement par défaut il est déjà installé, ou alors vous l'installez avec la commande que ça peut être, donc c'est soit sudo apt get install Emacs, ou alors ça peut être sudo dnf install Emacs, ou alors sudo snap
Emacs également, snap install Emacs également, voilà. Ça peut être un peu toutes ces commandes. Ensuite, du coup, pour votre Linux, voilà, si soit vous faites un multi-boot, donc vous êtes sur Windows et vous faites un dual boot avec un Linux, voilà. Pour ça, je vous recommande, si vous voulez faire sur un Linux, je vous recommande Fedora ou Ubuntu. Et sinon, vous pouvez, si vous êtes sur Windows et que vous ne voulez pas faire un dual boot, vous pouvez faire comme moi, du coup, avec WSL. Alors ensuite, du coup, pour le Konicstyle, par contre, là, c'est un poil plus énervant, on va dire, mais c'est faisable. En gros, ce que vous allez faire, c'est cloner le repo Konicstyle d'Epitech. Donc pour ça, vous allez juste sur Google, vous marquez Konicstyle Checker Epitech, et vous allez tomber directement sur le repo GitHub, et vous le clonez, et vous l'avez du coup. Pour ceux qui ne savent pas utiliser GitHub, GitHub, c'est vrai que ça peut être un peu obscur à utiliser. Si vous voulez un tuto sur comment marche GitHub, comment utiliser GitHub Action, etc., on fera un tuto si vous voulez. Voilà, pourquoi pas faire un tuto là-dessus, configurer GitHub, voir comment il marche, etc., etc. Ça pourrait être intéressant à voir comment ça se fait. Bref, du coup, une fois que vous avez tout ça, du coup, maintenant il est l'heure de coder. Alors du coup, je vais vous montrer les bases du C. Donc je vais vous montrer ce qu'est la notion de variable, ce qu'on peut faire, les différents types de variables. Et je vais vous introduire du coup un peu les fonctions, mais très rapidement. Je vais vous expliquer une fonction, une fonction de base du C, je veux dire. Et je vais vous expliquer en détail comment fonctionne cette fonction parce que c'est un peu complexe. Voilà. Du coup, c'est parti. Alors, j'avais préparé un dossier tuto cd tuto 1 rf étoile. Voilà. Je sais que j'avais préparé des trucs avant, mais j'en ai pas besoin. Voilà. Du coup, mon dossier est vide. Alors pour ceux qui du coup commencent un peu à utiliser Linux suite à cette vidéo, j'ai fait une petite fonction. Vous pouvez trouver très facilement les fonctions sur internet. Les fonctions que j'utilise sont les fonctions de base de Linux. Je vous invite vraiment à voir la liste de ce que vous pouvez faire comme commande, parce qu'il y en a beaucoup. Pas toutes sont utiles, très clairement. Il y en a 10 grands max qui sont utiles dans toute votre vie, mais voilà, il faut quand même les connaître. Du coup, maintenant, on va faire notre premier fichier en C. Du coup, pour ça, vous faites Emacs main.c. Tac. Et j'ai encore oublié de faire le -nw. Parce que oui, c'est possible qu'il vous affiche dans une belle interface graphique. Mais nous, on fait tout en ligne de commande. On arrive du coup ici. Et du coup, on a notre fichier .c qui est créé. Du coup, on va faire les prérequis et en C, si vous avez déjà fait d'autres langages de programmation avant, comme le Python notamment, en C c'est différent parce qu'il est beaucoup plus bas niveau, du coup il faut aider beaucoup plus l'ordinateur à comprendre. Et pour ça, du coup, on va devoir créer des fonctions. Et du coup, la première fonction, la fonction de base, c'est la fonction main. Et comment est-ce qu'on la crée? C'est très simple, vous marquez int main. On peut mettre void ici pour dire que la fonction ne prendra aucun argument. Et on met des accolades ici, hop. Et pour l'instant, hop, on met un return 0. Voilà, là. Max m'embête. Bref. Du coup, je vais un peu vous expliquer ce qui se passe. Alors en gros, c'est la fonction main. Du coup, c'est la fonction où quand vous allez compiler ou quand vous allez exécuter votre programme, c'est la fonction qui par défaut va être chargée, qui va être utilisée. Donc cette fonction, elle est obligatoire dans tous vos programmes. Sans elle, vous n'avez pas de programme en fait. À moins que vous fassiez seulement des fonctions
Faites juste des fonctions par fichier, ce qui est IPTech est notamment fait pour faire des librairies plus tard, mais du coup il n'y a pas de main dans ces fonctions-là, étant donné que c'est des fonctions juste à but d'être choisies dans une librairie. Je vous verrai plus tard ce qu'est une librairie. Mais du coup, voilà, du coup il y aura forcément cette fonction main. Une fonction, c'est un bloc d'instructions, on va dire, qui a une utilité. Par exemple, du coup, le main a l'utilité de derrière appeler tous les autres programmes, enfin toutes les autres fonctions. Il y aura une fonction, par exemple, qui aura pour utiliser l'utilité de print un nombre. Il y aura une fonction qui pourra avoir l'utilité de print des caractères. Print, du coup, c'est imprimé dans le terminal. Voilà, je le précise. Il y aura des fonctions qui auront pour objectif, par exemple, de prendre une chaîne de caractères, donc un mot ou une phrase, et derrière de la découper à chaque fois qu'il y a un espace, par exemple. Tout cela est possible. Du coup, on a du coup la fonction main. Alors le int devant, il permet de dire quoi? Il permet de dire le type de la fonction, ce qu'elle va retourner. Donc c'est le type de variable que la fonction va retourner. Le main retournera toujours un int parce que, vous verrez plus tard, mais dans les cas d'erreur, main, quand il y aura un cas d'erreur, main retournera 84 pour dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. C'est une convention qui est comme ça, et du coup il faut forcément qu'il returne un int. Un int, du coup, c'est quoi? Un int, c'est un type de variable. Et du coup, un int, c'est quoi? C'est pour les nombres. Voilà, donc ça va de moins de millions, je crois, à plus de millions. C'est donc une variable. Ça va pouvoir donner le type d'une variable. Mais du coup, c'est quoi une variable? Une variable, pour vous expliquer simplement, pour ceux qui n'ont jamais fait de code avant, une variable, en gros, c'est un peu comme une case dans laquelle on va donner une valeur. Cette valeur, elle peut avoir différents aspects. Ça peut être un nombre, un chiffre, il n'y a aucun problème. Ça peut être une phrase, un mot, une chaîne de caractères, on appelle. Ça peut être un caractère simple. Ça peut être, dans certains cas très spécifiques, pensé, mais voilà, ça peut l'être un booléen. Ça peut être également un float. Donc un float, c'est quoi? Un float, c'est en gros un nombre à virgule. Pareil, le booléen, je n'ai pas expliqué, mais le booléen, en gros, c'est vrai ou faux. Donc c'est 0 ou 1. Ça peut pas être 0, quelque chose. C'est forcément 0 ou 1. C'est binaire. Et voilà, on a fait un peu le tour des types principaux. Mais du coup, on a un int, et du coup, comment on déclare une variable? C'est simple, int, et là, vous mettez le nom de votre variable, du coup. Donc moi, par exemple, je vais l'appeler var, qui est égal à, du coup, 65. Ok. Du coup, on a notre var qui est égal à 65. Alors, du coup, également, on peut donner un caractère. Donc, par exemple, char, C pour caractère, par exemple, est égal à la lettre C. Voilà. Il est possible de faire ça comme ça. Du coup, également, on a une chaîne de caractères qu'on verra plus tard parce que la chaîne de caractères est un peu spéciale. C'est géré spécialement en C. Du coup, je vous expliquerai pas comment on en fait aujourd'hui. On verra ça dans un tuto plus tard dédié aux chaînes de caractères parce qu'il y a énormément de trucs à dire. Du coup, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Alors ensuite, et après ce char C, on a du coup, donc on a fait int, on a fait char, chaîne de caractères on fera plus tard, on a float. Du coup, float, var2 par exemple, on va être égal à par exemple 20,5. Voilà.
par exemple. Et du coup, on a fait un peu le tour des variables principales, parce que oui, en C de base, il n'y a pas de booléen. Du coup, on ne va pas pouvoir l'utiliser, je peux vous montrer. C'est que avec certaines librairies qu'on va pouvoir l'ajouter. Et du coup, voilà, on a déjà ça, c'est pas mal. Mais nous, maintenant, on a des variables, on peut les additionner également. On verra ça plus tard, mais il y a différents types d'opérations qu'on peut faire avec ces variables. Et ben, maintenant, on aimerait bien imprimer pour voir ce que nos différentes opérations auraient pu faire avec ces variables-là. Par exemple, on met par exemple var plus var, par exemple. On aimerait bien voir ce que ça fait. Ou alors, voilà. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Il va falloir du coup créer une fonction qui va nous permettre de voir nos résultats. Alors, je sais que les gens vont me dire, les gens qui ont déjà fait du C vont me dire qu'il y a la fonction printf. Je le sais. Mais nous n'avons pas besoin d'utiliser la fonction printf. Parce que en C, ce qui est formidable, c'est qu'il y a une fonction qui existe et qui est magique. Et du coup, on va l'utiliser. Alors cette fonction qui est magique, c'est la fonction write. Mais pour l'utiliser, on va créer une fonction spécialement pour ça. Alors du coup, cette fonction, on va créer. Elle va return void. Donc void, c'est-à-dire qu'elle ne return rien. Elle va return aucune variable. Du coup, void, et cette fonction, on va l'appeler myPutchar. myPutchar. Et cette fonction myPutchar, elle va prendre en paramètre un caractère. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est cette notion de fonction qui prend en paramètre? En fait, quand vous appelez des fonctions, c'est rare qu'une fonction ne prenne aucun paramètre. C'est-à-dire que cette fonction, c'est rare qu'elle ne prenne rien qu'elle va devoir utiliser dans sa fonction. Pourquoi? Parce que dans le langage de programmation, si vous créez une variable, comme on l'a fait ici, comme on l'a fait là et là, si vous créez une variable et que vous appelez vos fonctions, ces variables-là ne vont pas exister dans vos fonctions. Elles ne vont pas exister automatiquement. Du coup, ce qu'on doit faire, c'est on doit passer la variable d'une fonction à une autre. Et pour ça, les fonctions, je veux dire, prennent en paramètre des variables. Et donc, il est important de donner leur type. Donc là, on a dit que c'était un caractère. Et c'est pour le nom. C'est pas forcément le truc. Par exemple, j'aurais pu l'appeler T. Ça aurait marché. C'est juste comment on va l'appeler pour l'utiliser dans notre fonction. Voilà. Du coup, on a du coup notre caractère C. Et là, du coup, on va pouvoir utiliser une fonction qui s'appelle write. Donc, comme ça, write, comme en anglais pour écrire. Hop. Qui va prendre, donc je vais vous expliquer plus tard, mais on va lui donner 1. On va lui donner le EC, virgule 1. Voilà, et on met un point virgule à la fin. Alors, je vais un peu vous expliquer parce que c'est un peu complexe. La fonction write, c'est la vraie première fonction que du coup on découvre. Donc en fait, la fonction write, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va imprimer, elle va mettre dans le terminal ce qu'on lui donne. Du coup, le premier paramètre qu'on lui donne, c'est 1. 1, ce ne sera pas toujours 1, ça pourra être 2, ou alors un autre nombre, que vous verrez plus tard. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est possible d'écrire dans différents types de terminaux. Il y a le 1 qui est le terminal de base, celui où on fait nos commandes, celui où quand on exécute une commande, on a nos sorties, par exemple ls, ce sera dans le terminal 1, et pour qu'on puisse directement le voir. Mais il y a également le 2. Le 2, c'est quoi? C'est le terminal de sortie. Donc, au lieu d'écrire
dans notre... Enfin, c'est le terminal d'erreur. Donc, au lieu d'écrire dans notre terminal qu'on puisse tout le monde puisse le voir, on l'écrit dans le terminal d'erreur pour signifier évidemment qu'il y ait une erreur à cet endroit-là. Et donc, pour débugger notre programme, ce sera utile à ce moment-là. Et du coup, voilà. Et plus tard, on va pouvoir écrire dans des files descripteurs qu'on appelle. Mais on verra ça plus tard, du coup, dans une vidéo dédiée vraiment à l'utilisation de la fonction open, read, write. Mais du coup, voilà. Ensuite, on a ce esperluette C qui est bizarre. Pourquoi ça? Eh bien, en C, vous verrez, il y a une notion qui s'appelle les pointeurs. Et en fait, ça du coup permet d'envoyer le pointeur C, donc le pointeur de la fonction C, du caractère C, à la fonction write. C'est complexe. Je vous expliquerai pas en détail maintenant, on vous expliquera pas en détail maintenant, parce que c'est une notion assez avancée du C. C'est une notion complexe à apprendre, et il est encore trop tôt pour vous l'enseigner. Mais sachez que voilà, c'est comme ça qu'on fait quand il y a un seul caractère. C'est comme ça qu'on fait pour envoyer à write notre caractère qu'on veut imprimer. Et ensuite, on a 1. Alors, 1, pourquoi? Pour dire qu'il y a un caractère. Voilà. Si on lui avait envoyé une chaîne de caractères, à ce moment-là, on aurait mis le nombre de caractères qu'il y a dans notre chaîne de caractères. Voilà. Du coup, on a notre fonction write qui est là. Et du coup, là, si on compile et qu'on exécute, il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appelé notre fonction myPutChar. Du coup, on va l'appeler. Donc, on fait un myPutChar. Et du coup, notre fonction myPutChar. Du coup, notre fonction myPutChar, elle prend du coup un seul paramètre, comme on l'a donné ici. Et du coup, c'est un caractère. Et là, c'est le moment où je vais un peu vous aller un truc. C'est qu'en C, les caractères ne sont rien d'autre que des hints, en réalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, mais il existe une table ASCII. Une table ASCII, c'est quoi? C'est une table qui vous montre à quel caractère correspond tel nombre, ou tel nombre correspond à tel caractère. Pourquoi est-ce que ça existe? Comment est-ce que ça existe? Etc. etc. En réalité, les caractères, c'est une facette un peu spéciale du code, parce que l'ordinateur il comprend que des 0 et des 1, et ces 0 et 1, on peut les retranscrire assez facilement en nombre. Mais pour des caractères comme nous, enfin des caractères humains, c'est beaucoup plus complexe pour une machine. Et du coup, en fait, il a eu ce travail-là de se dire, chaque caractère, on va les associer à un nombre. Comme ça, s'il y a ce nombre, ça veut dire qu'il y a tel caractère qu'on va pouvoir donner. Et donc, c'est comme ça que ça a été fait. Et donc, en réalité, si vous avez un nombre qui fait partie de la table ASCII, vous pouvez, un int qui fait partie de la table ASCII, vous pouvez lui donner en paramètre à notre fonction myPutChar, et il va nous donner le caractère correspondant à ce nombre. Du coup, là, par exemple, 65. Donc je vais envoyer var, et si je ne me trompe pas, 65, ça correspond au caractère A majuscule. Voilà. Et du coup, ensuite, on fait un autre myPutChar de C pour le coup. Voilà. Mais alors pourquoi on donne C et var directement? Parce que comme c'est des variables, on va pouvoir directement les utiliser comme ça. C ici, j'aurais pu mettre également directement C comme ça. J'aurais pu le faire. Mais là, comme on a déjà des variables avec ces types, on va directement les donner. Voilà. Bon là, du coup, si on laisse comme ça et qu'on exécute, on va pouvoir le faire, mais vous allez voir, du coup, je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'exécute, comment on compile. Et vous allez voir qu'à la compilation, on va nous montrer une petite spécificité, on va dire. Du coup, on peut le faire. Voilà, pour compiler en C, il y a deux manières différentes. Je vais vous montrer aujourd'hui la plus simple. Du coup, vous faites GCC. Vous mettez un tiret O. Vous mettez le nom de votre truc. Donc nous, je vais l'appeler tuto par exemple.
Et ensuite, vous mettez les fichiers que vous avez compilés. Donc nous c'est main.c. Allô. Ok, main.c. Et du coup, GCC, c'est quoi? C'est le compilateur. Le compilateur, c'est très complexe à expliquer, mais en gros, je vais expliquer simplement. C'est un outil qui vous permet du coup de transposer votre programme C en un programme exécutable pour votre ordinateur. Voilà. Du coup, le -o pour donner un nom à notre programme de sortie, donc notre programme qu'on va exécuter ensuite, et main.c parce que c'est le seul code qu'on a créé. Voilà, il est possible que plus tard, vous verrez forcément ça va arriver, vous allez faire des codes de plusieurs fichiers. Et du coup, vous mettrez tous vos fichiers à la suite. Voilà. Alors du coup, maintenant, on a un gcc-o tuto main.c et on va pouvoir exécuter cette fonction. Et là, on a un petit warning. On nous dit déclaration implicite de la fonction write. Pourquoi? Parce qu'en C, si vous voulez faire des choses, vous devrez inclure ce qu'on appelle des librairies. Inclure des librairies. C'est quoi inclure des librairies? C'est quoi une librairie? Une librairie, en gros, c'est un regroupement de plusieurs fonctions qui vous sont à disposition, mais du coup, pour les utiliser, ces fonctions, il faudra appeler cette librairie. Voilà. Bon là, quand même, c'est un truc de base du C, il le connaît, et vous n'aurez pas d'erreur. Vous pouvez directement l'utiliser. Hein. Si on regarde, notre programme a compilé, on voit bien notre tuto. Mais notre write, il y a quand même un warning. Les warnings n'empêcheront pas de compiler, mais c'est moche. Du coup, on va régler ce warning. Pour régler ce warning, c'est très simple. On revient sur Emacs et on va appeler la fonction. Et du coup, pour ça, vous faites un hashtag include pour inclure. Vous ouvrez les flèches et vous mettez unistd.h. Voilà. C'est comme ça qu'on appelle du coup la librairie, parce que write vient de la fonction de la librairie, veut dire unistd.h. Donc voilà. Et du coup là, cette fois-ci, on peut fermer. Pour fermer Emacs, c'est CTRL X S. Donc vous faites CTRL, vous restez appuyé sur X, puis vous relâchez le X et vous restez appuyé sur CTRL et vous appuyez sur S. Et vous faites la même chose pour quitter. Enfin, CTRL XS c'est pour sauvegarder et CTRL XC c'est pour quitter. Voilà. Et du coup, vous relancez la compilation et cette fois-ci, on n'a aucun warning. Et là, cette fois, du coup, on va pouvoir faire tuto, on va pouvoir l'exécuter. Du coup, c'est comme ça qu'on exécute sur Linux. Et là, si on lance, on a bien A majuscule et C. Voilà. Ils sont juste ici. Nos caractères se sont bien imprimés. Bon, c'est pas mal. Voilà, je vais vous donner un petit truc. Voilà, petit truc. Vous pouvez faire ici un myPutchar d'un caractère qui s'appelle \n. Et du coup, je vais vous faire la surprise de voir ce que ça fait. Du coup, à chaque fois que vous faites une modification, n'oubliez pas de recompiler. Sinon, les modifications ne seront pas prises en compte. Donc voilà. Et là, du coup, je refais un tuto. Et là, là au début où ça s'imprimait ici, cette fois-ci, ça s'est imprimé. Et ensuite, c'est allé à la ligne. Pourquoi? Parce que c'est le \n qui a fait ça. Le \n, c'est lui qui va faire ce retour à la ligne tout seul. Voilà. C'est lui qui va faire du coup ce retour à la ligne. C'est son rôle. Quand vous mettez un \n et que vous imprimez ce \n, ça fera automatiquement un retour à la ligne. Voilà. Bon, alors du coup, maintenant qu'on a ça, maintenant qu'on a on a nos prints, eh bien, notre tuto est presque terminé parce que je vais vous montrer quelques petits trucs. Du coup, maintenant, vous allez vous amuser à vouloir print plein de caractères et pour savoir à quoi ça correspond, vous pouvez aller sur Google et regarder la table ASCII. Et moi, je vous propose mieux. Si vous êtes sur Linux, vous avez une fonction, une commande que vous pouvez utiliser qui s'appelle man. Alors man, c'est une fonction ultra utile tous les jours
vous allez l'utiliser vraiment énormément de fois, surtout en C sur Linux. Pourquoi? Parce que cette commande man, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous donne un manuel d'utilisation d'une fonction que vous lui donnez en paramètre. Donc par exemple, je lui donne man, je crois que c'est man 3 de write pour nous. Non, c'est pas le 3, c'était le 2 alors. Enfin, je crois pas que ce soit le 1. Ouais, c'est pas le 1. Parce que ce n'est pas du C, du coup c'est le 2. Ok, voilà, donc c'est bien le 2. Donc en fait, ça va vous expliquer comment fonctionne man, comment fonctionne la commande write. Et ici, vous pouvez voir quelle bibliothèque il faut inclure pour qu'il n'y ait pas de warning, pour que ça marche tout simplement. Ici, on voit ce que nous return cette fonction write, donc un truc très spécial, write. Et là, ensuite, ça nous donne comment on appelle cette fonction. Donc c'est bien ce que je vous ai dit, hein. Il prend un file descripteur, donc dans la majorité des cas sera 1. Ensuite, ça prend un buff étoile. Du coup, l'étoile, c'est pour signifier le pointeur. Donc, c'est ce que vous avez fait avec notre caractère. Il va falloir faire notre esperluette quand c'est un caractère. Et ensuite, le nombre de caractères qu'on va imprimer. Voilà. Et ensuite, ça explique comment fonctionne plus spécifiquement write, les cas d'erreur de write, etc., etc. Ensuite, du coup, il y en a un autre qui va vous être utile ultra vite, ce sera ASCII. Et du coup, man de ASCII, il vous donne quoi? Il vous donne la table ASCII il vous donne la table ASCII finalement. Du coup, vous avez leur valeur décimale ici. Ici, vous avez la valeur numérique décimale. Et là, vous avez à quoi ça correspond. Bon, ici, ça sert à rien. Mais par exemple, ici, grand A, hop, on voit le caractère grand A et on voit qu'il correspond à 65. Le caractère arrobase, il correspond à 64. Donc tout ça, ça marche, voilà. Par exemple, j'aimerais bien imprimer le caractère slash, par exemple. À ce moment-là, on va dire 47. Voilà. C'est plein de petits trucs comme ça qui, du coup, sont là pour vous aider en fait. Man est vraiment un truc ultra utile que vous allez vous servir quasiment tout le temps à partir de maintenant. Quand vous allez faire du C, vous allez lire le man de tel ou tel truc. Et donc voilà. Maintenant que on a fait tout ça, que je vous ai présenté tout ça, du coup je vais vous présenter un peu le Konickel, je vais vous montrer un peu le Konickel. Du coup, le Konickel, comment ça marche? Eh bien, une fois que vous l'avez installé, etc., il y a deux possibilités. Soit le truc se met bien automatiquement, soit il se met pas forcément bien. Voilà. Pour que le Konickel marche, il faudra installer Docker. Du coup, pareil que vous avez fait pour installer Emacs, vous installez Docker. Du coup, Docker, ça s'écrit comme ça. Et donc, une fois que vous l'aurez fait, le Konickel pourra fonctionner. Du coup, comment faire pour que ça marchera? Il y a des possibilités. Soit vous accédez directement à la commande coding style, comme ça, coding style point et point, vous pouvez marquer. Ou alors, du coup, ça ne marchera pas. Et à ce moment-là, vous allez dans le repo du coding style. Vous regardez là où il y a un coding style .sh. Voilà, vous regardez où est-ce qu'il y a ce codingstyle.sh, vous allez dans le répertoire dans lequel il y a ce codingstyle et vous marquez sudo cp codingstyle codingstyle comme ça .sh /bin. Ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer le codingstyle.sh dans le dossier /bin. Pourquoi? Parce que quand vous avez un truc dans le dossier /bin, eh bien vous pouvez l'exécuter où vous voulez. Donc là, par exemple, je vais voir. Du coup, je vais rm tuto et je vais rm le truc avec je sais même pas comment on peut l'appeler en fait.
Oh. Voilà. Du coup, on a juste notre main.c et à ce moment-là, du coup, un coding style.sh de point à point. En gros, c'est pour savoir où est-ce que vous allez checker votre coding style. Voilà. Et vous faites entrer et là, vous verrez qu'il y a des erreurs de coding style dans mon main.c. Et oui, j'en ai laissé exprès pour vous montrer comment ça marche. Voilà, donc on voit que j'ai une erreur de coding style. Du coup, si je fais un cat de coding style report log, parce que on a un report log qui s'est apparu, cat c'est pour montrer ce qu'il y a dans le fichier. Et là, on voit que j'ai une mineure G1. Alors cette erreur de coding style, ça correspond à quoi? Parce que si vous allez sur internet, vous pouvez voir la fiche des erreurs de coding style, à quoi ça correspond. Alors cette erreur de coding style, je la connais, parce que je l'ai laissée moi-même volontairement. En réalité, Emacs main.c nw. En réalité, elle dit que je n'ai pas mis de header. Un header, c'est quoi? C'est des choses au début de votre projet qui vous permet de dire à quoi est-ce que ça correspond en réalité. Du coup, je sais que comme c'est connecté à l'Epitech, malheureusement, même si vous n'êtes pas d'Epitech, Epitech Project 2024. Là, on met n'importe quoi. Ici, on met file description 2 points. Et là, on en met un autre et on met n'importe quoi. Moi, je le mets. Okay. Voilà. Du coup, là, on enregistre en kit et normalement, on devrait, avant que, voilà, étoile. Bidule, hop. C'est important de le supprimer. Pourquoi? Parce que si on ne le supprime pas, vous aurez une erreur de coding style. Voilà. Et du coup, là, on voit bien qu'on a erreur de coding style. Voilà. C'est simple de faire des erreurs de coding style. Il y a beaucoup d'erreurs de coding style que vous pouvez éviter. Et je vous en montrer une. On aurait une erreur de coding style en plus si on avait collé ces deux-là. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une séparation entre la déclaration et l'utilisation de nos fonctions. Et pareil, si par exemple entre les deux j'avais initialisé un autre truc, bon c'est XD int.cc par exemple égale à 50. Si j'avais fait ça maintenant, bah, j'aurais également une erreur de coding style parce que il faut initialiser toujours les variables tout en haut de votre fonction et le reste du coup c'est en dessous, séparé par un trou. Voilà. Ne vous en faites pas, comme au début de la vidéo je vous l'ai dit, le coding style, s'il y a plus de 20 lignes par fonction, bon malheureusement c'est pris en compte, mais c'est pas si dérangeant que ça honnêtement. 20 fonctions par 20 lignes par fonction, c'est simple à enlever comme erreur. Des fois c'est un peu énervant, c'est un peu chiant, mais c'est faisable. Voilà. Bon, du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Partagez-la, voilà. Mettez des commentaires si vous avez des questions sur des trucs spécifiques de la vidéo. Et mettez des commentaires également si vous voulez que je fasse des tutos sur des trucs spécifiques. Par exemple GitHub, parce que GitHub, il y a beaucoup de trucs. Du coup, si vous avez des questions sur les trucs de GitHub ou quoi, je pourrais y répondre dans la limite de mes compétences, mais je pourrais répondre à des questions. Comment configurer GitHub avec notre PC, comment bien utiliser GitHub, etc. etc. Du coup j'en ferai un tuto si c'est demandé. Et du coup voilà, c'est tout. Et moi je vous dis à plus dans le bus. Ciao.